Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce nouveau webinaire qui va être riche aujourd'hui du fait de l'activité brûlante qu'il peut y avoir sur les marchés. Je vais être très succinct, rapide sur ce qu'on s'est dit courant février. C'est vrai qu'on avait évoqué l'agitation qui tournait autour de la nomination du nouveau président de la Réserve fédérale américaine et pour autant... ça ne devrait pas changer la trajectoire de la politique monétaire. On était resté sur probablement 2 baisses de taux. On verra par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, c'est toujours le cas. Du côté de la BCE, on vous avait indiqué que les réunions à venir allaient se traduire encore une fois sur un statu quo et que effectivement ça allait maintenir une courbe des taux qui resterait assez pentue aujourd'hui, ce qui favoriserait notamment le portage, les stratégies de portage obligataire. Sur le crédit, on avait relevé un peu la faiblesse qu'il pouvait y avoir, justement, qui était persistante sur les spreads et la faible volatilité, et ce qui nous amène à être assez agile sur le bond picking. Et enfin, on avait rappelé qu'on était dans un monde où il y avait beaucoup de tumultes géopolitiques et politiques, avec des déclarations successives que les investisseurs ne prenaient pas forcément en compte, mais avec des surprises qui pouvaient être bonnes ou mauvaises. Et je pense qu'on est en plein nous ne croyons pas scénario. Si bien dire. Voilà. Je vous laisse la parole, Julien. Aujourd'hui, on y est en plein. Alors... il ne nous appartient pas ici de délivrer une analyse géopolitique, mais on va simplement rappeler rapidement les événements et surtout voir quelles sont les conséquences pour les marchés financiers d'une manière générale et plus particulièrement pour les marchés de taux. Alors, comme vous le savez, le 28 février à l'aube, les troupes américaines et israéliennes ont bombardé Téhéran et ont éliminé les principaux dirigeants de l'Iran, à commencer par le guide suprême Ali Khamenei et par 48 des dirigeants de l'armée, du gouvernement, de l'administration iranienne. Ces bombardements sont massifs et très systématiques, de manière très élaborée, avec un plan précis consistant à éliminer les défenses iraniennes et en particulier les défenses solaires, puis les capacités de réplique de l'Iran, puis éventuellement d'éliminer leur capacité, leur programme nucléaire. D'ailleurs, les objectifs ont été énoncés de cette manière-là, avec élimination du programme nucléaire, élimination des capacités de missiles balistiques et possiblement changement de régime. Si possible, changement de régime. Donc ces bombardements sont toujours en cours. Il y a eu une réplique iranienne qui a touché en particulier les pays du Golfe, donc les Émirats arabes unis, le Koweït, Bahreïn, Qatar, etc., Arabie saoudite bien sûr, et qui ont même été jusqu'à Chypre, donc avec une frappe qui a donc touché finalement le territoire européen. Ces répliques sont relativement désordonnées, touchant non pas seulement des capacités militaires, mais à la fois des objectifs civils et causant des dégâts dans pas mal de ces pays du Golfe, ce qui les a amenés à entrer à leur tour en guerre contre l'Iran. 6 soldats américains à ce stade et de ce que l'on en sait ont pour l'instant été tués depuis le début des opérations. C'est un élément important parce que l'opinion publique aux États-Unis n'est pour l'instant a priori pas favorable à cette opération. 44% des Américains sont opposés aux frappes et seulement 34% sont favorables. Donc le nombre de victimes américaines est évidemment un élément important pour le soutien de la population à l'opération. D'ailleurs, ça faisait partie des revendications des électeurs de Trump à l'époque. Voilà, d'éviter les opérations extérieures.
En Iran, compte tenu des éliminations parmi les dirigeants, il y a un conseil intérimaire qui a été nommé, dont on ne sait pas très bien s'il a la réalité de pouvoir. On dit que la réalité de pouvoir est plutôt aux mains d'Ali Larijani, qui est le président du Conseil de sécurité. En tous les cas, les éliminations sont toujours en cours de dirigeants iraniens, puisqu'il semblerait que le nouveau ministre de la Défense, qui a été nommé hier, a d'ores et déjà été éliminé. Donc, des événements qui se déroulent actuellement et dont on ne connaît pas encore toute l'ampleur. Un point important pour les marchés, c'est la situation de la circulation dans le détroit d'Ormuz. Le détroit d'Ormuz, c'est un point important pour la circulation maritime et en particulier pour les exportations de gaz et de pétrole en provenance du Moyen-Orient. Pour donner une idée de l'importance du trafic dans ce détroit d'Ormuz, la consommation mondiale de pétrole, c'est à peu près 105 millions de barils par jour, et il y a 20 millions de barils par jour qui transitent par le détroit d'Ormuz, donc ça fait à peu près 20% de la consommation mondiale. Donc c'est loin d'être négligeable, et s'il y a des routes alternatives qui peuvent être utilisées, en particulier des oléoducs, des pipelines en Arabie Saoudite et aux Émirats Arabes Unis, ça reste quand même limité parce que il y aurait toujours à peu près 16 millions de barils par jour qui devraient circuler à travers le détroit d'Ormuz, donc ça resterait très significatif. Et donc, on passerait grosso modo d'une situation où on avait sur le marché mondial 1 million de barils par jour d'excédent à une situation où on aurait 16 millions de barils par jour de déficit. Le trafic est pour l'instant bloqué, non pas parce que les navires sont réellement bloqués, mais parce que les compagnies d'assurance refusent d'assurer les navires qui vont transiter par le détroit d'Ormuz, et donc les navires sont pour l'instant bloqués dans les ports. Combien de temps cette situation durera, on n'en sait rien, mais ce qui est sûr, c'est que les Américains avaient bien cela en tête en attaquant, et il semblerait qu'ils aient d'ores et déjà coulé 11 des navires de la marine iranienne, et d'ailleurs ce qui représenterait la totalité de la marine iranienne, pour éviter justement un blocage du détroit d'Ormuz. Cet élément-là donc oblige les producteurs du Golfe à stocker pour l'instant la production, et pourrait les amener éventuellement à fermer les puits si les exportations ne reprennent pas. Si on regarde les risques plus structurels d'ailleurs pour le marché du pétrole liés à ce qui se passe aujourd'hui en Iran, s'il y avait un changement de régime, par exemple, et si on avait des troubles qui persistaient en Iran, c'est-à-dire non pas l'installation d'un régime stable pour remplacer le régime des mollahs, mais une situation instable à l'irakienne, si on peut dire, eh bien, à ce moment-là, il pourrait y avoir effectivement des difficultés pour la circulation dans le détroit d'Ormuz, ce qui évidemment serait un problème pour l'économie mondiale. Il faut tout de même se souvenir, et on le voit sur les graphiques que vous avez sous les yeux, que on a déjà connu donc une situation difficile pour les marchés de l'énergie dans le monde, en particulier récemment donc avec l'entrée de la Russie en guerre avec l'Ukraine. Et vous avez sur ces graphiques justement la comparaison entre l'impact de ce conflit en Ukraine et ce qui se passe actuellement en Iran. Vous voyez on n'est pas du tout revenu au même niveau. On n'est pas du tout. Si on regarde sur la gauche ce qui s'est passé pour le gaz naturel, on voit que récemment, donc, il a augmenté très sensiblement avec ce qui se passe en Iran, mais on est très loin encore des niveaux atteints en 2022 avec la guerre en Ukraine. Même chose sur le pétrole.
On a là aussi une hausse significative des prix du pétrole, comme vous le voyez sur le graphique en haut à droite. Mais là aussi, on reste très en dessous de ce que l'on avait connu au moment de la guerre en Ukraine, enfin du début de la guerre en Ukraine, puisque la guerre en Ukraine n'est toujours pas terminée. Ce qui montre bien donc que pour l'instant, les marchés restent relativement calmes par rapport aux événements. Cela se voit également sur les prix des métaux précieux. On sait que l'or a beaucoup augmenté, vous le voyez sur le graphique à gauche en bas depuis 5 ans, pour des raisons diverses, dont l'affaiblissement du dollar. Pour autant, dans la situation actuelle, donc très troublée, on aurait pu penser que l'or serve de valeur de refuge, mais on voit pas le cas, il a sur baissé, sur le graphique en haut à gauche qu'il a peu bougé et pour l'instant, il recule même légèrement aujourd'hui. Même chose du côté de l'argent, qui avait beaucoup progressé sur 5 ans. Et qui n'a pas de progressé avec les événements actuels. Si on regarde maintenant l'impact aussi de ces événements sur les taux souverains à 10 ans, c'est-à-dire les taux d'emprunt d'État à 10 ans, vous avez ici les taux à 10 ans français et allemands sur 5 ans. Et donc vous voyez qu'à la suite de la guerre en Ukraine, on avait eu une très forte poussée d'inflation et les taux avaient progressé très sensiblement. Les banques centrales avaient monté leurs taux très fortement et les taux à 10 ans étaient passés d'un niveau 0 à des niveaux que finalement on connaît aujourd'hui. C'est-à-dire que aujourd'hui, après ces événements en Iran, on a certes eu une hausse d'une vingtaine de points de base, c'est-à-dire 0,20% des taux, mais on reste encore au niveau que l'on avait connu précédemment. Il n'y a pas de flambée des taux actuellement. On retrouve plutôt d'ailleurs les taux que l'on avait en début d'année. Donc cela montre que ces événements et les risques sur le marché du pétrole inquiètent en termes de possibilités de répercussions sur l'inflation, mais pour l'instant, il n'y a pas d'affolement. Alors ça, c'est sur les 2 derniers jours. Effectivement, on a pris 20 points de base. Est-ce que sur les prochaines semaines, ça pourrait continuer à augmenter ou plutôt... Alors, pour répondre à cette question... si on regarde, avant de répondre plutôt, ce qui s'est passé sur les marchés américains, avec les taux à 10 ans, on retrouve à peu près les mêmes mouvements que ce que l'on avait sur les marchés européens. Pour répondre à la question, ça n'est pas du tout la même chose de partir d'un niveau de taux 0 lorsqu'on a des craintes sur l'inflation et de partir du niveau des taux où on était, qui était sensiblement supérieur au niveau d'inflation. Ce qui veut dire qu'on a une marge pour progression de l'inflation que l'on n'avait pas du tout en 2022. Donc l'impact, il est normal qu'il soit de moindre ampleur. Il faut juste remarquer qu'en 2022, la propagation des conséquences de la guerre en Ukraine sur les marchés de taux avait pris quand même du temps. Elle ne s'était pas faite en une semaine, mais ça avait pris plusieurs mois. Et donc, il faudra suivre évidemment ce qui se passe en Iran pour savoir ce qu'il en sera dans les mois qui viennent. Juste un petit mot pour signaler que l'écart de taux entre la France et l'Allemagne, qui s'était beaucoup réduit ces derniers mois, a remonté un petit peu, sans doute parce que lorsqu'on cherche des valeurs refuges, les taux allemands apparaissent, les emprunts souverains allemands apparaissent comme plus sûrs que les emprunts souverains français. Autre élément remarquable, c'est l'évolution du dollar. Donc, on sait que le dollar, l'année dernière, avait beaucoup baissé, de plus de 10%, et on se rend compte sur le graphique que vous avez à l'écran que avec les événements en Iran,
le dollar a repris quelques couleurs, puisque il est passé grosso modo de 1,19 à 1,16 contre euro. C'est-à-dire 1 euro qui valait 1,19 $ vaut maintenant 1,16 $. Donc le dollar a repris quelques couleurs, sans doute là aussi parce qu'on considère que c'est plus protecteur que d'autres devises. On l'a vu, derrière toutes ces questions, la question principale, c'est celle de l'inflation pour les taux. Donc, on n'a évidemment pas de chiffres aujourd'hui pour mesurer l'impact de ce qui se passe depuis 2 jours sur l'inflation globalement, mais on peut déjà faire le constat de ce qu'il y avait avant même ces premiers bombardements en Iran. Et on s'aperçoit que les chiffres qui viennent d'être publiés sur l'inflation en zone euro en février montrent qu'il y a une petite hausse de l'inflation qui globalement est passée de 1,7% en janvier à 1,9% à fin février sur un an. Et aussi de l'inflation sous-jacente qui atteint maintenant 2,4%. Donc, rien d'inquiétant à ce stade, puisque la cible de la BCE, je le rappelle, c'est 2%. Donc, avec 1,9, on est encore au-dessous de la cible. Et 2,4 pour l'inflation sous-jacente, ça n'est pas en soi extrêmement inquiétant. Mais simplement, il faut noter cet élément-là, d'autant que cette légère hausse de l'inflation est intervenue, comme je le disais, avant les événements en Iran. Aux États-Unis, les derniers chiffres que l'on a eus le 13 février dernier montrent une inflation qui, là aussi, a plutôt tendance à baisser, à 2,4 globalement, et une inflation sous-jacente de l'ordre de 2,5. Donc, on s'aperçoit que finalement, les niveaux d'inflation américains et européens ont tendance à se rejoindre. Et d'ailleurs, les cibles à nouveau des banques centrales sont les mêmes, c'est 2% d'inflation des deux côtés de l'Atlantique. En termes d'activité, là aussi, on a le sentiment que l'activité se rapproche entre les États-Unis et l'Europe. Vous avez à gauche les derniers PMI, donc indicateurs avancés de croissance pour la zone euro, dont on sait que lorsqu'ils sont au-dessus de 50, c'est de la croissance, au-dessous, c'est plutôt de la récession. Donc, on est maintenant à 51,9, donc ça a plutôt progressé en zone euro. Et aux États-Unis, ça a légèrement fléchi et on est à 52,3. Donc, on est aux alentours des 52 dans les deux, aussi bien aux États-Unis qu'en zone euro. Donc, une croissance qui n'est pas extrêmement forte, mais qui est tout de même réelle toujours. On rappelle donc les taux des banques centrales, les taux de dépôt des banques centrales tels qu'ils sont aujourd'hui, 3,75 pour la Fédérale Réserve, 2% pour la BCE. On voit bien que on a des niveaux d'inflation qui se rapprochent, des niveaux de croissance qui se rapprochent entre les États-Unis et la zone euro, et on voit quand même que l'on a un différentiel de taux qui reste important, 1,75 en faveur des taux américains. Donc la Fédérale Réserve a clairement de la marge pour baisser ses taux. Cela se fera sans doute cette année, sauf s'il y avait à nouveau une explosion de l'inflation. Mais de toute façon, ça ne se fera pas dans l'immédiat parce que, avec le brouillard dans lequel on évolue, en particulier compte tenu de la situation géopolitique, il serait très surprenant que la Banque centrale prenne le risque de baisser ses taux dans l'immédiat. D'ailleurs, c'est ce que les marchés attendent. Quand on regarde les prévisions des marchés pour la prochaine réunion de la Fédérale Réserve le 18 mars et celle de la BCE pour le 19 mars, dans les deux cas, le marché très largement anticipe un statu quo de la part des deux banques centrales. Ce que l'on a voulu vous montrer ici, c'est ce que l'on peut constater sur la performance des marchés obligataires à la suite des événements que l'on connaît actuellement. En euros. En euros. Et donc, vous avez ici les indices iBoxx
des emprunts souverains sur la gauche et à droite, l'indice iBoxx des emprunts des entreprises. Vous voyez que la performance entre le 1er janvier et le 27 février dernier, pour les emprunts souverains, c'était 2,38%, et pour les entreprises, 1,33%. Donc, on est dans des niveaux de performance, ça c'est sur 2 mois. Si on annualisait ces taux, ça voudrait dire qu'on serait à plus de 12% pour les emprunts souverains et à 9% pour les entreprises. Donc, on voit bien qu'on est très au-delà de ce que l'on peut attendre normalement du marché obligataire, compte tenu de taux qui sont entre 3,5% et 4%. Et donc, la baisse des marchés obligataires, donc la hausse des taux que l'on a connue sur ces derniers jours, en fait, ramène la performance depuis le début de l'année à des niveaux beaucoup plus conformes avec ce que l'on pouvait anticiper comme performance sur l'année pour les marchés obligataires. Avec 1,41 sur les indices souverains, on est encore au-dessus de ce qu'on pouvait attendre et pour les emprunts des entreprises, on est légèrement au-dessous. On va voir d'ailleurs que ça s'explique par le fait que ce qu'on appelle les spreads de crédit, c'est-à-dire l'écart de taux entre les emprunts souverains et les emprunts des entreprises, c'est plutôt élargi. Vous le voyez sur la courbe ici. Si on regarde tout à fait sur la droite, entre janvier et aujourd'hui, on a une légère hausse des spreads de crédit, qui reviennent à quelque chose d'un peu plus normal, puisqu'on avait au contraire eu une tendance qui avait amené ces spreads de crédit, ces écarts de taux à des niveaux beaucoup trop serrés. On le voit donc ici clairement sur ce graphique qui est depuis le début de l'année, où on voit cet élargissement des spreads de crédit, qui est certainement une bonne chose. Et donc, sur le fonds que nous conseillons, qui est géré par messieurs Autingre, la société de gestion messieurs Autingre et compagnie, le fonds Origine, on a maintenu une vie moyenne à peu près stable par rapport au début de l'année. Et ce qui se passe actuellement a ramené le rendement du portefeuille. Donc, le portefeuille a une vie moyenne de l'ordre de 5 ans, 5 ans et demi. On était tombé au-dessous des 3,70 et on est revenu au-dessus des 3,80 maintenant. On se rapproche des 3,90. Donc, la hausse des taux que l'on a connue, comme toute hausse des taux, ça limite la performance, mais en même temps, ça offre des opportunités parce qu'on investit aujourd'hui sur des taux qui sont un peu plus élevés. Est-ce que on va connaître des hausses de taux comme on l'a connu en 2022 qui vont amener à des niveaux négatifs? Nous ne le pensons pas parce que, encore une fois, on ne vient pas comme en 2022 de niveau de taux zéro, donc la marge d'appréciation des taux est plus faible. Et au-delà de ça, dans la performance que l'on peut attendre d'un portefeuille obligataire, il y a le portage. Le portage, je le disais, c'est de l'ordre aujourd'hui sur un fonds comme Origine de 3,70, 3,80. Et donc, il faut des hausses de taux significatives pour qu'on puisse effacer ne serait-ce que cette performance liée au portage. Donc, en conclusion, on a vu qu'on avait donc un rebond léger de l'inflation en zone euro en février, avant même l'intervention en Iran. Et donc, il faut surveiller cette inflation qui est endogène, qui était endogène à ce moment-là, liée essentiellement au prix des services et même un peu au prix des produits manufacturiers, et à laquelle pourrait s'ajouter une inflation liée à la hausse des prix de l'énergie. À ce stade, on n'anticipe pas une hausse des prix de l'énergie durable, équivalente à celle que l'on a pu avoir au moment de la guerre en Ukraine. D'abord parce qu'on peut espérer que la guerre actuellement en Iran ne dure que
un temps réduit. On est à 4 ans en Ukraine. Aujourd'hui, alors quand une guerre commence, on pense toujours qu'elle va être courte. Et puis il s'avère que c'est pas toujours le cas, mais là tout de même on peut le penser. Et donc espérer que le choc inflationniste ne soit pas durable. À court terme, comme on l'a dit, compte tenu du manque de visibilité, il n'y aura pas de mouvement de la part des banques centrales, mais on a des pentes de courbe des taux qui aujourd'hui sont déjà suffisamment importantes pour protéger les taux longs, puisque si les taux courts ne bougent pas, le différentiel entre le taux long et le taux court est déjà élevé. Et donc, si les taux longs devaient monter, ça entraînerait encore un différentiel supplémentaire, ce qui ferait que les taux longs deviendraient vraiment attrayants. Et donc, ça limite la possibilité de hausse des taux longs. D'accord. Et donc, finalement, quand on regarde la situation pour un investisseur en obligations, et au-delà de toute considération géopolitique, encore une fois, qui n'est pas notre sujet ici, on se rend compte que la situation actuelle, si elle entraîne beaucoup d'incertitudes, elle offre aussi des opportunités grâce à des taux qui sont un peu plus élevés et des spreads de crédit qui eux aussi sont un peu plus élevés. Donc on peut investir sur des signatures d'entreprises à des niveaux de taux qui sont relativement attrayants. Merci beaucoup Philippe pour ces éclaircissements et puis surtout n'hésitez pas à toutes et tous si vous avez d'autres questions de prendre contact directement avec nous, on se fera un plaisir de pouvoir y répondre un peu plus dans le détail. Merci beaucoup à tous. Merci, au revoir. Au revoir.